participer aujourd'hui et d'intervenir dans le cadre du club Disrupt. Il faut différencier l'approche du Royaume du Maroc. Pour le Maroc, un des dérivés qui sera le plus important, l'ammoniac vert. Le Maroc prépare l'environnement, mais ne porte pas le risque. Si le Royaume du Maroc, et ça on a vu sur les potentialités d'intégration industrielle, capte 30%, ben ça fait déjà 60 milliards de création d'emplois. Les emplois directs, indirects et induits. Pour chaque gigawatt. Alors oui, écoutez, un des derniers ouvrages sur le sujet que je suis en train de lire et qui s'appelle All In. Je vous remercie, Monsieur Smaïla, pour l'invitation. Je suis ravi de participer aujourd'hui et d'intervenir dans le cadre du club Disrupt. Donc, pour répondre à la question, cette réunion, suite à ce communiqué de presse du chef du gouvernement, ne peut que nous réconforter par rapport à cette mise en œuvre justement et avancement dans le cadre de l'offre Maroc. Je pense que plus spécifiquement, il y a eu des discussions sur l'état d'avancement du projet HBK, projet porté par le consortium Total Energy H2, CIP AP Möller Capital, mais je pense qu'il y a eu également aussi traitement sur les autres dossiers soumis dans le cadre de l'offre Maroc. Donc cela met véritablement aussi en avant le fait que le Maroc fait partie aujourd'hui à l'international des pays qui ont mis en place un cadre pour contribuer à l'émergence d'une économie de l'hydrogène vert. Et il n'y en a pas beaucoup à l'international, il n'y en a pas beaucoup. Aujourd'hui, on voit des premiers projets qui sont en train de se mettre en place en cours de préparation au niveau de l'Arabie Saoudite, au niveau de l'Inde. Je parle bien sûr de grands projets, pas de petits projets pilotes. Nous en avons aussi déjà au Maroc. Et donc le Maroc fait partie de ces 5 pays à l'international qui aujourd'hui est en train de contribuer à la mise en œuvre de ce secteur, de cette filière émergente de l'hydrogène vert et des dérivés, notamment pour le Maroc, un des dérivés qui sera le plus important, l'ammoniac vert. Très bien, écoutez, je vous remercie pour cette question pertinente et puis je profite de cet échange pour clarifier quelques points, peut-être aussi détailler un petit peu le contexte. Alors le contexte, c'est le suivant. Pourquoi le Maroc se positionne sur cette filière, on a bien dit émergente, donc une filière aussi sur laquelle nous nous positionnons sur le moyen terme. Alors les raisons sont diverses, nous avons plusieurs atouts. Le premier, ou une des premières raisons, c'est le fait que nous sommes conscients aujourd'hui, plus qu'hier, de cette nécessité de commencer à remplacer les énergies fossiles. Nous savons que les réserves d'énergie fossile deviennent limitées, sont limitées. Les tensions géopolitiques aussi nous encouragent également aussi à contribuer à un développement de à une garantie de notre souveraineté énergétique. Et dans ce contexte-là, nous ne pourrons plus rester qu'un pays importateur. Et plusieurs partenaires également du Royaume du Maroc ne souhaitent plus être également que dépendants de ces énergies fossiles dans ce contexte actuel. Alors, quelles sont les solutions? Une des solutions, c'est d'utiliser les énergies renouvelables. Les énergies renouvelables, le solaire, l'éolien, nous permettent justement de décarboner quelques secteurs, mais pas tous, seulement les secteurs qui sont électrifiables ou qui sont facilement électrifiables. Alors, il y a plusieurs secteurs. Si je cite par exemple l'aviation, le transport maritime, là, c'est difficile d'électrifier. Et c'est pour cette raison que nous continuons à utiliser des énergies fossiles. Et là, la solution est d'utiliser les énergies renouvelables, le solaire, l'éolien, principalement pour notre pays, et de produire avec de l'hydrogène à partir de l'eau, c'est-à-dire qu'on va avoir plusieurs procédés.
il y a d'abord le dessalement, c'est-à-dire qu'on prend de l'eau de mer, on ne va pas utiliser les nappes phréatiques, on prend de l'eau de mer, on procède à un dessalement, et à partir donc de cette eau, il y a des process et des procédés, notamment l'électrolyse, où on va splitter cette molécule de H2O en hydrogène et en oxygène. Cet hydrogène peut être après utilisé comme un vecteur énergétique, mais on peut également le transformer. Et c'est pour ça que tout à l'heure j'ai parlé d'ammoniac. La synthèse de l'ammoniac, c'est qu'on va capter de l'azote qui est facilement qu'on peut récupérer parce qu'il y a de grandes concentrations dans l'air, et puis on va pouvoir produire le NH3. Et ce NH3, donc cette matière première, nous permet de décarboner d'abord une filière existante au Maroc, importante. C'est un autre atout de notre pays. Nous avons l'industrie des engrais azotés. Et donc cette possibilité d'utiliser justement cet ammoniac au lieu de l'importer, aujourd'hui il est importé, il est gris, de pouvoir le décarboner, l'utiliser pour nos besoins nationaux, pour l'industrie des engrais, mais également à un moment commencer à penser à son export. Donc voilà un tout petit peu le contexte. L'hydrogène vert et les dérivés, dont notamment l'ammoniac vert ou le méthanol, ou même également aussi les ISAF, les carburants synthétiques comme le kérosène synthétique, pourront être après utilisés, là on est plus sur du moyen long terme, pour décarboner les secteurs dont j'ai parlé tout à l'heure, secteur des transports maritimes, aériens, mais également aussi l'industrie pétrochimique, les industries lourdes, la sidérurgie primaire, etc. Donc voilà un peu le contexte. Et donc comme le Royaume du Maroc dispose de ressources naturelles importantes, de plusieurs régions, on peut combiner les deux. Nous avons des régions avec un ensoleillement très important. Le Maroc est classé 9e pays au monde en ce qui concerne les ressources solaires, 31e en ce qui concerne l'éolien, mais nous avons cet avantage d'avoir des régions où nous avons les deux. Nous pouvons les combiner et produire presque 24 heures sur 24 de l'électricité verte et de l'hydrogène vert qui pourra également aussi être transformé. Donc voilà le contexte du sujet de l'hydrogène vert. C'est un sujet sur lequel nous nous sommes positionnés suffisamment tôt. Donc nous ne sommes pas confrontés à des retards de plusieurs dizaines d'années. Nous faisons partie des premiers et le Maroc se positionne sur justement le moyen terme pour accompagner notre transition énergétique qui va se faire à peu près sur une vingtaine, soit 25 ans, pour arriver à décarboner totalement notre économie. Et c'est dans ce contexte-là que l'hydrogène va jouer un rôle important. Peut-être dernier point, le fait d'avoir des ressources renouvelables aussi importantes, tout à l'heure j'ai parlé d'export, nous allons pouvoir décarboner notre économie, mais décarboner également aussi contribuer à décarboner les économies de pays partenaires. Et ça, c'est une véritable chance pour notre pays, parce que nous allons pouvoir valoriser ces ressources importantes, pouvoir capter énormément de valeur ajoutée, tant sur les investissements, sur les industries qui seront mises en place pour accompagner l'émergence de cette filière, des industries plus tard qui vont être intéressées de venir également aussi au Maroc pour profiter de ces matières premières, de ce vecteur énergétique. Et donc, pour vous citer quelques exemples, 1 gigawatt. Vous savez que le Royaume du Maroc, dans le cadre de sa feuille de route, a prévu pour 2030 à peu près 16 gigawatts de projets. Et puis ensuite, pour 2040, 80 gigawatts. Nous avons remarqué tous, et ça démontre vraiment l'attractivité du modèle marocain et la vision royale et la mise en place de cet écosystème, qu'il y a aujourd'hui pour plus de 50 gigawatts de dossiers qui ont été soumis donc à Mazen, l'agence en charge justement et l'agence interface pour traiter tous ces dossiers et le sujet en collaboration avec les différents ministères concernés. Donc, 18 qui étaient prévus, il y a aujourd'hui pour plus de 50 gigawatts, et vous savez que chaque gigawatt, les investissements vont de 2
à 2,5 milliards d'euros par gigawatt. Donc imaginez que sur les projets dont j'ai parlé, si nous allons avoir une vingtaine, plus minimum, voilà, minimum 20 gigawatts qui verraient le jour à l'horizon de 2030, d'ici à 2032, bah écoutez, en sachant que les projets soumis, souvent c'est des projets pour le démarrage d'à peu près 1 gigawatt, qui vont ensuite aller à 10 gigawatts, donc 200, plus de 200 milliards, 400 milliards d'euros projetés sur du moyen terme. Si le Royaume du Maroc, et ça on a vu sur les potentialités d'intégration industrielle, capte 30%, ben ça fait déjà 60 milliards d'euros. Et pour parler d'un chiffre, pour voir un peu cette importance, aujourd'hui, tous les investissements pour l'organisation de la Coupe du Monde au Maroc, en partenariat avec l'Espagne et le Portugal, là on parle au Maroc d'un budget dépassant plus ou moins avoisinant les 4 milliards d'euros. Donc ça démontre l'importance de cette filière et comme j'ai cité, cette possibilité de capter une grande partie, mais d'intégrer toute cette dynamique aussi au niveau régional et je dirais même international. Alors écoutez, je pense qu'il faut différencier l'approche du Royaume du Maroc diffère un tout petit peu de l'approche de plusieurs pays, notamment si je prends le cas de l'Union européenne. L'Union européenne souhaite rapidement substituer les importations d'énergie fossile. Le Maroc, lui, d'une manière très pragmatique, se positionne dans cette filière en ayant mis en place un programme qui permet véritablement là de ne pas se positionner sur une substitution d'énergie fossile avec des grands écarts de coûts, etc., mais de mettre en place un environnement favorable pour attirer des investisseurs. Et ces investisseurs, eux, se positionnent sur les marchés aujourd'hui, enfin sur le court et moyen terme, qui vont être les plus, on va dire, abordables et les plus intéressants. Et c'est pour ça que tout à l'heure, j'ai parlé d'ammoniac vert. Donc, si effectivement, vous souhaitez remplacer du diesel d'origine fossile par du diesel synthétique, si vous souhaitez aujourd'hui remplacer, substituer du kérosène de source fossile par du kérosène synthétique, je vais citer quelques prix. Aujourd'hui, les coûts projetés pour le kérosène synthétique est de plus de $2,000 la tonne. 2000, 2500, avoisinons peut-être même les $3,000 la tonne. Alors que le prix moyen d'achat aujourd'hui de kérosène est de à peu près $700 la tonne. Donc on est beaucoup plus cher, 3-4 fois plus cher. De même aussi pour le diesel synthétique, c'est similaire. Par contre, si nous prenons le cas de l'ammoniac, donc le sujet principal de notre pays, notre champion national, le groupe OCP, se positionne sur cette filière de l'ammoniac vert. Vous avez parlé de la réunion d'hier, l'état d'avancement du projet du consortium Total Energy H2, CIP, AP Müller Capital, projet Chvika dans la région de Gmelin. Il s'agit également d'un projet d'ammoniac. Et là, pour vous citer un exemple, en Inde, il y a un projet donc, de CQ où la sélection était différente. Ils ont sélectionné les projets sur la base des coûts. Et le coût projeté, puisque le projet n'est pas encore réalisé, est de $600 la tonne pour l'ammoniac. Quand on sait que le coût actuel de l'ammoniac gris tourne aux alentours de $500 la tonne, vous voyez que nous ne sommes plus très loin de la parité. Ça veut dire que sur le moyen terme, et tous les projets dont on parle, c'est des projets qui verront le jour à partir de 2029, d'ici à 2030, pardon,
Oui, effectivement, écoutez, effectivement, 2029-2030. Donc, on considère que nous allons pouvoir, à ce moment-là, arriver à la parité et commencer à nous positionner dans cette filière sur les dérivés qui vont atteindre la parité et qui vont être aussi économiquement les plus rentables. C'est ce qui rend ces projets aussi viables. Donc, c'est pour cela qu'il faut différencier. Si nous avions aujourd'hui à commencer par une substitution pour le secteur de la mobilité, du transport maritime, aérien, etc., cela coûterait cher. C'est pour ça que je souhaitais vraiment clarifier ce positionnement du Royaume du Maroc, mais aussi le modèle. Pourquoi tout à l'heure j'ai dit aussi que le modèle marocain était intéressant? Parce que là, le Maroc prépare l'environnement mais ne porte pas le risque. Il est porté par ces consortiums d'investisseurs qui sont en train d'identifier aussi leurs off-takers, leurs clients. Et clairement, lorsque vous allez avoir des investisseurs, des groupes industriels qui vont s'engager, investir énormément d'argent, ils ne vont le faire seulement qu'au moment où les projets sont économiquement viables. Et c'est ce qui commence aujourd'hui à apparaître pour les projets d'ammoniac vert. Alors, le capital humain, peut-être avant de parler des potentialités et des ressources nationales, là encore c'est intéressant. Tout à l'heure j'ai cité, je vous ai dit pour chaque projet, chaque gigawatt d'hydrogène vert ou chaque gigawatt d'hydrogène, ensuite il y a la synthèse d'ammoniac vert, c'est un investissement de 2 à 2,5 milliards de dollars. En ce qui concerne le potentiel de création d'emplois, les emplois directs, indirects et induits, pour chaque gigawatt, on parle d'à peu près d'un potentiel de 35 000 à 40 000 emplois par gigawatt. Je reviens aux chiffres que j'ai cités tout à l'heure quand je vous ai dit que d'ici à 2035, le Royaume du Maroc pourrait se positionner sur à peu près 200 gigawatts qui seraient installés au niveau de notre royaume. Alors, imaginez le potentiel sur la création d'emplois. On parle de plus de 4 millions d'emplois directs, indirects et induits qui seraient créés. Alors, nous avons remarqué au niveau de notre pays, lorsque nous nous sommes positionnés sur les énergies renouvelables, sur le solaire, sur l'éolien, et notamment dans le cadre du plan solaire, que les écoles d'ingénieurs, que les universités marocaines ont été très efficaces, efficientes et réactives. Et le Royaume du Maroc a pu former rapidement aussi des ressources. Il faut savoir qu'aujourd'hui, lorsqu'on parle de cette filière émergente, il faut la décortiquer et voir toutes les chaînes de valeur. Nous parlons d'une chaîne de valeur relative, tout à l'heure je parlais du dessalement, du solaire, de l'éolien, si on va avoir une combinaison, et ça sera souvent le cas. Ensuite, il y a l'électrolyse, la synthèse de l'ammoniac par exemple aussi, en tant que transformation, pour ne pas parler du méthanol, et puis la captation aussi du CO2, le transport et le stockage, ou le stockage et le transport des différents dérivés, ou d'abord l'hydrogène, ensuite l'ammoniac. Il y a toute la partie électrique qu'on a tendance à oublier et qui est également aussi très importante, les transformateurs, basse moyenne tension, les transformateurs plutôt moyenne haute, les transformateurs haute tension, les pompes, les échangeurs, énormément de composants, les conduites, les infrastructures liées à tous les éléments dont j'ai parlé tout à l'heure de transport et de stockage, les infrastructures portuaires. Donc là, il y a un besoin sur tous ces maillons de la chaîne de valeur. Et sur tous ces maillons de la chaîne de valeur, lorsqu'on parle des électrolyseurs, nous aurions tendance à dire, ben écoutez, c'est nouveau, nous sommes encore loin de cette filière. On parle là d'une vingtaine de pourcents sur toute la chaîne de valeur. Sur les autres sujets, il est primordial de capitaliser sur nos ressources, donc nos ingénieurs, génie électricien, nos thermiciens, partie chimie également, la partie électrique, etc. Et donc je pense qu'aujourd'hui, nous allons pouvoir capitaliser sur notre potentiel existant.
il y a des besoins de spécialiser ces différents étudiants. Et là, c'est important de voir cette corrélation et le lien avec des formations appliquées. Et là, on le constate, plusieurs universités sont en train d'encourager ces formations à travers des plateformes de formation pratique. Je citerai l'Université Mohamed VI Polytechnique avec la plateforme, et l'IRSN avec la plateforme Green H2A, à Jorf, Green Hydrogène et Application, qui est en cours de finalisation. Il y a également aussi plusieurs autres universités qui se positionnent, l'Université Euromède de Fès, l'Université internationale de Rabat, l'Université Mohamed V de Rabat, le Qadi Iyad, plusieurs universités se positionnent et écoles d'ingénieurs sur les différents sujets. Il faut capitaliser sur des plateformes de formation technique telles que la plateforme de l'hydrogène vert de Jorf. Et puis tout doucement, en même temps que les industries du secteur, j'ai parlé tout à l'heure de la chaîne de valeur, prenons le cas de l'éolien. Sur l'éolien, nous savons que nous allons avoir un positionnement sur les mâts, sur les tours des éoliennes, sur également aussi les blades, sur plusieurs sujets. Là, de plus en plus, on va avoir des industries qui se positionnent sur ces composants. D'autres se mettent en groupement pour être capables aussi de finaliser ces produits. Et donc là, clairement, ça va permettre de créer une dynamique et d'avoir aussi ce triptyque où nous avons cette formation appliquée, de la recherche également aussi à travers ces plateformes. Peut-être qu'on traitera aussi le sujet d'une manière plus spécifique, et également aussi l'industrie. Et c'est un peu l'avantage de la dynamique et du modèle marocain, un environnement favorable qui fait qu'aujourd'hui nous sommes un des rares pays à avoir déjà mobilisé les 300 000 hectares et identifié 1 million d'hectares. Le foncier est là. Un modèle intéressant à travers cette coordination de Mazen et les ministères concernés pour capitaliser et puis mettre en place des infrastructures mutualisées entre les différentes entreprises solutionnaires, sélectionnées, et également aussi les prochaines. Et donc, on va commencer à avoir une émergence aussi d'industrie au Maroc, encouragée par la Charte nationale d'investissement, puisqu'il faut savoir que lorsque la molécule d'hydrogène est produite, tout ce qui va venir après sera l'aval, transformation, synthèse de l'ammoniac, synthèse du méthanol, etc., peut être également aussi subventionné. Et donc, ça va attirer énormément aussi d'investisseurs, puisque nous avons l'émergence d'un marché et qui atteint une taille critique. Avant, malheureusement, sur le solaire, nous avions des capacités annuelles limitées. Nous parlions de quelques vingtaines, maximum 50 mégawatts par an. Là, nous allons être capables d'avoir des marchés de dizaines, d'une vingtaine de gigawatts par an. Et cela va bien évidemment attirer les investisseurs parce que la masse critique est atteinte. Je pense que nous allons pouvoir intégrer localement au début très facilement une trentaine de % sur toute la chaîne de valeur et puis rapidement monter en puissance et accompagner cette montée en puissance 40, 50, 60%. Et puis on a bien pu prouver aussi dans d'autres secteurs tels que le secteur de l'industrie automobile et de l'aéronautique que nous en étions totalement capables. Oui, alors je vous remercie pour la question pertinente. Vous avez raison. C'est pour ça que tout à l'heure, j'ai insisté sur le fait que cette stratégie de l'hydrogène vert qui viendra renforcer le mix énergétique sur le moyen terme et la décarbonation de notre économie sur le moyen terme, mais sur le moyen terme. Donc, il y avait une transition énergétique et il fallait continuer à s'engager fortement aussi justement dans la décarbonation du secteur de l'électricité, des filières qui sont, comme j'ai cité tout à l'heure, électrifiées ou facilement électrifiables. Dans ce contexte, ces 10 dernières années, nous avons quand même constaté des fois, nous avons quelques revers, quelques retards sur la réglementation qui a fait que sur le sujet
de la moyenne tension, de la basse tension. Nous n'avons pas pu rapidement capitaliser, profiter des ressources solaires notamment et aussi éoliennes pour le secteur industriel, pour plusieurs secteurs au Maroc en ce qui concerne notamment la moyenne tension. Alors aujourd'hui, quel est l'état d'avancement? Alors on constate que sur les différentes lois, les lois importantes sur l'autoproduction, là, tous les textes, les décrets, les arrêtés ont été mis en place. Nous avons même vu que l'ON2E a montré l'exemple et puis a déjà commencé à soutenir et à mettre en place des projets. J'espère que rapidement les autres régies vont suivre parce que il faut communiquer ce qu'on appelle les enveloppes pour connaître les capacités d'absorption de chaque réseau, les points d'injection. Donc j'espère que rapidement les autres régies vont suivre pour encourager justement l'émergence de plus de projets et puis encourager la décarbonation du secteur industriel notamment. Ensuite, bon, par rapport à la loi des énergies renouvelables 1309 et la nouvelle mouture, et cette nouvelle mouture aujourd'hui, on a également tous les décrets sur les arrêtés, sur quelques procédures qui manquent, sur quelques éléments relatifs aux injections. Il y a encore des petits détails à clarifier. J'espère que cela sera fait rapidement, ce qui permettra aussi d'encourager encore plus l'utilisation des énergies renouvelables et cette utilisation décentralisée, qui est créatrice aussi de beaucoup d'emplois, qui va permettre aussi à plusieurs, même dans le secteur aujourd'hui résidentiel, même sur la basse tension, pas seulement la moyenne tension, de contribuer justement à alléger les factures, ce que l'on souhaite pour nos concitoyens, d'autant plus qu'il faut savoir qu'aujourd'hui, comme le coût de ces installations ont fortement baissé, on est capable d'amortir, même sans injecter, en 3 ans et demi. Avec cette option de pouvoir injecter un surplus, par exemple, ce qui concerne les nouvelles lois, jusqu'à 20%, et c'est possible de l'augmenter progressivement en relation avec les actions et les efforts d'efficacité énergétique, on peut arriver à plus, ce qui permettrait d'amortir encore plus facilement. Donc ça, c'est des éléments qu'il faudrait, à mon humble avis, accélérer encore. Je pense que, vous savez, c'est comme les courses de fond. On a pu traverser, on a fait les longs trajets, et il reste un peu ces derniers mètres où là, je pense qu'il serait pertinent aussi de mobiliser tout le monde. De l'autre côté, je pense aussi que nous avons, sur ce sujet de l'hydrogène, clairement, on ne peut que saluer la stratégie, notamment à travers la feuille de route, l'offre Maroc, l'approche qui permet justement de sécuriser, de ne pas préempter des centaines de milliers d'hectares, d'accompagner justement l'émergence de la filière, parce qu'il faut savoir que la majorité des développeurs eux-mêmes sont dans une phase justement de montée en puissance. Il y avait au niveau international que quelques projets pilotes. Là, on est en train de passer de quelques mégawatts aux centaines de mégawatts et gigawatts. Donc, c'est important aussi d'être en parallèle, de les accompagner et donc de garantir justement la cohérence de ces investissements et essayer de capitaliser sur des investissements publics, privés, pour financer les infrastructures et mutualiser justement ces infrastructures. Je pense qu'il serait pertinent aussi aujourd'hui de consolider les ressources des agences concernées, notamment Mazen, pour être capable aujourd'hui d'accompagner rapidement, pas seulement les premières entreprises sélectionnées, ces grandes entreprises, mais essayer de traiter en parallèle tous les autres dossiers. Je sais qu'il y en a beaucoup, c'est un défi, mais je pense que ça serait aussi une bonne chose. Cela permettra de mutualiser ensuite encore plus et d'accompagner encore plus d'entreprises.
Et donc, je pense que justement, par rapport aux énergies renouvelables aujourd'hui, où le cadre réglementaire est presque finalisé et prêt, il serait aussi pertinent d'essayer également de consolider à nouveau encore plus les missions de l'AME, de l'Agence marocaine de l'efficacité énergétique, puisque lors de la transformation de l'ADERE à l'AME, plusieurs missions sont passées à Mazen. Aujourd'hui, Mazen se focalise sur le développement, sur l'accompagnement, la sélection de ces grands projets hydrogène. Je pense qu'il serait également aussi pertinent à nouveau d'intégrer ce sujet des énergies renouvelables, du solaire en moyenne et basse tension au niveau de l'AME, enfin de l'agence, pour pouvoir justement sensibiliser encore beaucoup plus et accompagner encore plus, d'une manière plus efficace nos concitoyens. Alors oui, écoutez, un des derniers ouvrages sur le sujet que je suis en train de lire est malheureusement en allemand. C'est un ouvrage du professeur Rader Macher, un des membres fondateurs du Club de Rome, et qui s'appelle All In. Alors finalement, avec un sous-titre aussi en allemand, le bien-être, écoutez, de toutes nos populations passera justement par un développement, par une transition énergétique. Et puis là, l'idée, c'est que tout le monde puisse profiter justement de ces richesses, de ces ressources, notamment en valorisant le potentiel solaire et le potentiel éolien. Donc écoutez, voilà. Merci beaucoup. Merci à vous, merci à vous.